à la chorale qui vous a enchanté en début de cette émission, c'est la chorale El Wissal, qui appartient à la Maison de la Culture où nous nous trouvons ce soir et qui porte le nom bien évidemment d'un shahid qui n'est autre que Ali Maachi. Ce soir donc je vous avais promis d'être au centre de notre belle histoire, l'histoire de cette région qui est donc Tieret. Et pour parler de Tieret, nous avons donc la chance de recevoir ici même sur le plateau les enfants de la région, mais aussi des personnes qui non seulement sont empruntées de la wilaya, mais aussi ils sont amoureux de toute l'Algérie, pas que de leur région. Vous allez voir, vous allez les découvrir avec nous et aussi pouvoir, comme moi, partager leurs connaissances et leur savoir. Alors laissez-moi d'abord vous présenter ceux qui nous font le bonheur d'être parmi nous. Si vous le permettez, je vais vous présenter les dames d'abord, comme la coutume, Madame Fatima Abed, qui est donc enfant de la région, citoyenne donc de Tiaret. Bonsoir Madame. Marhaba bik maana. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous. C'est gentil, merci infiniment à vous. À votre droite, il y a Monsieur Ahmed Bouzienne, qui est donc professeur de littérature et chercheur en histoire. Massa el khair. Bik wahla. Et à votre droite également, il y a Monsieur donc Amirouche Ben Farhat, qui est donc enseignant à l'université de Tiaret et chercheur en sciences sociales. Bik wahla. Merci, merci. En face donc de ces messieurs et de madame, on a le plaisir de recevoir aussi sur notre plateau Monsieur Amar Mahmoudi, Amar on va dire. Ah non, mais avant Amar, pardon, il y a le Hajj Khaled Mihoubi Ouldezine, voilà, qui est historien, poète et peintre. Salam alaikum el Hajj. Je suis un peintre aux lettres, j'ai 134 lettres. Troisièmement, إنسان صاحب معرض تاريخي. أولى لا تيالت هذه مهد المشيخة فيها 14 شيخ اللي كان يتكلم، الشعراء كان فيها 50. مهد الخيل والعروبة تاع لو بارب ولو شبال العرب، هذو اللي كانوا ما وكان الناس تتكلم بها. سيني على تيالت نعطيك خبارها. Mahmoudi, qui est docteur en anthropologie et également en linguistique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous ce soir. Je vous remercie, moi aussi. Donc ce soir, nous allons également parler de toutes les langues, on va dire, pratiquées dans la région. Les langues pratiquées dans la région et leurs variations. Les dialectes surtout. Et je parlerai d'Ibn Khaldoun également. Également. Très important. Et enfin, nous avons Monsieur Yasher Mohamed, qui est directeur du service de l'agriculture de la wilaya. Bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik. Bik wahla. C'est normal quand on voit un petit peu la superficie, on connaît un petit peu la richesse aussi de ces terres. On ne peut pas se passer de vous sur le plateau. Absolument. Et de votre service surtout. Merci infiniment. Merci. Donc nous allons commencer par le commencement, tout en souhaitant aussi la bienvenue à tous nos invités qui sont ici présents, qui sont aussi des enfants de la wilaya et qui nous ont eux-mêmes aussi aidés à la réalisation de cette émission. Donc merci à tous nos invités ici présents. Alors comme je vous l'avais dit, donc, nous allons commencer par le commencement, par la présence de l'être humain sur ces terres. À quand remonte-t-elle? Peut-on définir un petit peu l'âge ou l'année ou Allez, on va directement aller se lancer avec vous, professeur. Tiaret, on appelait jadis Tirgontia, Tingartia, Oui. c'est-à-dire à l'époque romaine. Oui. Donc elle a été le berceau de plusieurs peuplades depuis ce qu'on appelle depuis l'ancien âge de la pierre. Oui. Depuis l'ancien âge de la pierre, ça veut dire, bon, en paléontologie, c'est-à-dire ils ont essayé un petit peu de dater. C'est-à-dire on est passé par 3 étapes. La première étape, c'est l'ancien âge de la pierre. La deuxième étape, c'est l'âge de la pierre taillée, jusqu'à le néolithique, qui est un petit peu défini comme l'âge de la pierre polie, où l'homme qui a existé, quelque part, fabriquait ses outils à partir des pierres. Donc il date au carbone 14 et situe l'homme colomnatien, c'est-à-dire qui du côté de Sidi el-Husni, du côté de la localité de Sidi el-Husni.
c'est-à-dire depuis un petit peu le paléolithique ancien, c'est-à-dire à peu près c'est-à-dire à peu près un petit peu à une époque antérieure à 1 million d'années. À 1 million d'années. Et ce qui prouve, c'est les différents vestiges, les différents ossements qu'ils ont trouvés un petit peu dans la région. Il y a le squelette qui est au musée Le Bardo d'Alger, oui, qui est exposé au musée du Bardo d'Alger, qu'on aperçoit nous sur les images. Ou l'homme tiarétien, c'est-à-dire par rapport à l'homme de Palikao. D'accord. Par rapport de Mascara. Très bien. Oui. Et donc, nous avons aussi, mis à part ces ossements, quelqu'un voudrait peut-être prendre la parole pour parler davantage de cette période-là, peut-être, non? D'accord, très bien. Des ossements et des pierres aussi, ce qu'on appelle tous les outils. Mis à part, mis à part les ossements du squelette, il y a aussi d'autres... Oui, les outils. Voilà. Outils, par exemple, les outils qu'il utilisait dans sa vie quotidienne. Vie quotidienne. Avec ces vestiges, mais il y a aussi ce qu'on appelle le paganisme dans la région de Tiaret et de Meshra Asfa. Le paganisme, il y a eu des pierres de sacrifice qui existent jusqu'à nos jours, et ça montre que la wilaya Tiaret est un vaste musée à ciel ouvert, sur lequel se sont édifiés des monuments extraordinaires qui témoignent d'un passé extraordinaire. Voilà. Je voulais parler surtout du paganisme et surtout il y a des dolmens. Il y a des gravures rupestres. Des gravures rupestres et des dolmens. Des dolmens qui existent jusqu'à nos jours et qui sont les preuves éminentes d'un passé lointain, qui a marqué la région. D'accord. Et c'était la convoitise de toutes les peuplades qui se sont succédées ici, les vagues migratoires qui se sont succédées dans la région de Tiaret. Convoitise, pourquoi? Parce que c'était une région céréalière et qui avait des avantages. Donc tous les vestiges qui existent dans la région-là témoignent d'un passé glorieux dans un sens, et convoité par toutes les peuplades. Nous avons connu les Vandales, successivement les Vandales. Toutes les invasions, surtout les Vandales, les Romains, puis les Byzantins. Les Byzantins se sont rendus dans la région avec le Sardaros Justinien, qui a vécu dans la région des Jeudar. C'était des Byzantins. Donc la région est très riche en vestiges et elle a des souvenirs. Il reste encore des substrats dans la région, des substrats linguistiques, même linguistiques, et des substrats concernant les édifices qui existent de nos jours. Nous parlerons tout à l'heure peut-être des jeux d'art. Voilà ce que je voulais dire à propos. Nous avons aussi, grâce justement à ces gravures qu'il y a dans la roche, nous avons aussi une idée sur la race animale qui occupait les terres d'antan, sur le genre de la faune. Vous savez, à Ain el-Hadid, il y a ce qu'on appelle la gazelle de Ain el-Hadid. La gazelle de Ain el-Hadid, il faudrait la voir. C'est un cervidé qui n'existe plus de nos jours. C'est un cervidé qui n'existe plus de nos jours. Et ce qui est étonnant, c'est la manière, l'élégance avec laquelle le peintre a su mettre en relief cet animal, ce cervidé qui n'existe hélas pas aujourd'hui. Vous voyez? D'accord. On parle également de la présence du lion. Est-ce une légende? Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Oui. Alors justement, ça me pousse à parler un petit peu de l'étymologie de Tiaret. Oui. L'étymologie qui est un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle est ambiguë. On parle de Tihert. Tihert, le héros en arabe, c'est le lion, ou bien plutôt le félin. Donc c'est ambigu encore, félin. Avec le préfixe te et la finale du mot te qui est berbère. Le héros, c'est la lionne. Et la dernière lionne qui a été abattue par un colon, elle existait en 1857. Je l'ai dit déjà, je l'ai dit. En 1857. On en a parlé. Mais il y a une ambiguïté, je répète. Pourquoi? Si le tihert, on peut remplacer le te par ta, on aura tahra.
Tara, donc la purifier. Donc il y a deux hypothèses. La première, c'est Tihert, qui est la lionne, et Tart. Les Français, quand ils sont arrivés dans la région, avec le général Lamoricière, il a entendu Tihert. Et le H n'est pas prononcé dans la langue française. Ce H a été supprimé, on a eu Tiaret, qui ne veut rien dire. Si on enlève le H de Tiaret, ça ne veut rien dire. On a Tiaret. Mais Tihert a un nom et une signification. D'accord, revenons à Tahar, puisque vous parlez de Tahra. Là, vous me poussez vers une question tout à fait banale. Donc c'était une région très riche en eau, on va dire, puisqu'il y a des ruines de pratiquement la région de Tihert a connu 12 bains lors d'une époque, n'est-ce pas? Il y a donc des ruines et tout, 12 bains. Donc comment étaient alimentés ces bains? Grâce à une source thermale, sans doute? Certainement. Vous voyez, je vous parle de Taourazzout, dans la région de Frenda. Oui. Dans la région de Taourazzout. D'ailleurs, Taourazzout en berbère, dans le vieux berbère, Erzit, Terzout, ça veut dire lieu humide, dans le vieux berbère. Oui. Terzout, Erzit, ça veut dire lieu humide. Toutes les régions où sont passés les Romains et les Berbères, c'était des sources d'eau. Donc on retrouve les sources d'eau dans la région. On dit dans la région de Frenda, c'est le Jabba. Ibn Khaldoun parle de Jabba. Le Jabba, c'est quoi? C'est la source. Donc les régions étaient riches en eau. En source, Étaient riches en eau. Quoique les hauts plateaux sont réputés pour être des régions sèches, mais c'est plutôt c'est riche. le dialecte ou la langue, c'est-à-dire de l'époque, c'était... On en avait parlé hier. Alors on parle de la langue. La langue de la région de Tiaret, c'est un héritage ancien. C'est un héritage ancien. Bon, le substrat est berbère, mais avec l'arrivée des Beno Hillel, il y a eu une transformation totalement. On a évincé les langues anciennes, autochtones, et c'est l'arabe qui a existé. Mais je parle du dialecte actuel, le dialecte actuel de Tiaret. Le dialecte actuel de Tiaret, c'est le lexique. Un lexique qui rappelle la langue classique, avec quelques modifications, quelques variations, mais qui rappelle l'arabe classique. Oui. Et ce qui fait la singularité de la langue dans notre région, c'est chez nous, on prononce le zel, le za et le vad, l'oratozat. Oui. On les prononce. On les prononce très très bien. Par contre, chez vous, je m'excuse de dire, chez vous à Alger, le zel et le vad n'existent pas, c'est da. Et ça c'est mauvais. Et ça c'est mauvais. C'est mauvais pourquoi? Parce qu'il a une ambiguïté sémantique. Je donne un exemple. Quand je suis allé à Oran récemment, il y avait à Oran aussi on parle de da. Oui. Il n'y a pas de zad ni de za. Oui. Et quand on prononce le za, c'est un da. Et l'imam d'Oran, il dit le Qur'an al-Azim. Le Qur'an al-Azim, c'est pas le Qur'an al-Azim, c'est le Qur'an al-Azim. Ya'azmo, بالذات لغة ذات c'est une alors عدمو في طول يعظمو avec le del. C'est très important. Oui, ça. Bien sûr, ça a son importance. Donc, oui. il y a les interdentales sont très intéressantes dans l'émission de la signification et de la sémantique. Mais bien avant, vous me disiez qu'il parlait le berbère, un peu proche ou c'était une langue qui ressemblait, vous m'avez dit, au perse, non? Vous m'aviez dit qu'il y avait deux langues qui se ressemblaient. Non, on parlait de la langue berbère, ancienne, pas actuelle. On parle d'Ibn Rostam. Par exemple, Ibn Rostam, quand il est arrivé chez nous, en 661, etc., dans la région ici, il parlait le persan. Oui, le persan, voilà. Il parlait le persan. De ça, oui. Mais les gens qui étaient autour de lui, il a ramené des gens avec lui qui parlaient persan et berbère aussi. Voilà. Donc, il y avait donc les gens de la région parlaient berbère à l'époque. Mais il parlait berbère. Mais voilà. Actuellement ça s'est transformé, etc. Il y a eu des modifications. Oui. Il y a eu des modifications. Oui. Je continue avec la langue. Si oui, on pourra en faire toute une émission de toutes les façons avec la langue dans toute l'Algérie, hein, j'imagine, pas rien que dans la région de Tiaret. Je parle de la langue. C'est très important. J'ai parlé de ces interdentales qui n'existent pas dans les autres régions et chez nous ça existe. Et ce sont les phonèmes, les sons
qui sont très importants. Pourquoi très importants? Parce qu'ils retracent le passé. Cependant, dans notre région, et ce qui est très important également, dans notre région, il n'y a pas que le vin. Dans la région de Kermès, chez l'Ahrar, on les appelle la tribu des Ahrar. Et le qa qui est confondu avec le ra, quand vous dites moqrouf, c'est pas moqrouf. Le ra devient qa. Ah, d'accord. Et oui, le qurba, au lieu de dire ghurba. C'est un petit peu comme l'aqwat. L'aqwat, c'est la même chose, c'est la même région. Donc ici, il y a une confusion entre le ra et le qa. Quand vous dites à quelqu'un rani qrib, ça veut dire rani ghrib. Ah, c'est pas que je suis proche, c'est que rani mgharrab. Ah, d'accord. Ou rani qrib, c'est-à-dire rani ghrib. Le sens change complètement. Le sens change complètement. Donc ici, il y a une ambiguïté et il y a une opacité du message. Le message ne passe pas forcément, ne passe pas forcément. D'accord. Autre chose. Oui. À Kermès, dans la région de Kermès, il y a le vœu, qui est un phonème totalement, entièrement, singulièrement latin. Il existe le vœu. Alors, comment existe-t-il ce vœu-là? C'est très important. J'ai fait un travail là-dessus. Oui. Le vœu, c'est le varwak nevorbok. Va, il est remplacé par va. Ou le tha, il est remplacé par fa. Oui. Varwak nevorbok. Et comment on peut expliquer cela? C'est très difficile. D'accord. C'est très difficile. L'explication est très difficile. Comment d'une région à une autre? Oui. Peut-être qu'il y a eu certainement des influences extérieures. Il y a eu des influences extérieures. Alors, quand vous parlez avec quelqu'un de la région de Kermès, M. Bafarhati connaît bien Kermès, le felj veb. Alors, un Algérois, qu'est-ce qu'il va entendre? Le felj veb. Le felj, c'est thelj. Ah, deb. Veb. Donc la neige a fondu. Oui, alors il y a fondu. Le vœu n'existe pas dans la langue arabe, mais il existe. Très bien. Il existe en berbère, c'est un vœu doux. Il existe. En berbère, il existe, mais c'est un vœu doux. Les femmes disent vœu. Avava inova. Ben oui. Avava inova. Avava inova. Avava inova. Mais c'est un vœu doux. Assez, d'accord. Oui, assez doux. Avava inova. Ben, merci beaucoup. Hein. On pourra en faire, je vous l'avais dit, toute une émission et peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, vous nous donnez une très très bonne idée ce soir pour étudier un petit peu tous ces dialectes étudier et parler justement de notre belle Algérie, ce qui fait notre richesse, et quelque part aussi. Alors, on parlait de la période romaine avec les vestiges, avec... quelles sont aussi les périodes avant l'arrivée, avant que je cède la parole bien sûr à notre professeur d'histoire, quelles sont les périodes les plus marquantes, on va dire, de la région, avant qu'elle ne devienne cette fameuse capitale allez-y. Oui, à l'époque, c'est-à-dire à l'époque romaine, donc c'était avant tout, c'est-à-dire à un moment donné, une cité romaine. Oui. Donc ils l'ont appelée Tingartia. Oui. Et les différents vestiges en témoignent. On prend l'exemple de les Djedar. Oui. Bon, les Djedar, maintenant, sur le plan historique, il y a certains qui disent c'était des autochtones, c'était des berbères christianisés qui sont à l'origine de ces vestiges. D'autres disent que c'est des byzantins et d'autres disent que c'est des vestiges romains. D'accord. Des vestiges romains. Qu'est-ce qu'on peut aussi, parmi les vestiges... Il y a des sites funéraires aussi, oui, d'après ce que j'ai vu, avec écrit... Oui, il y avait aussi ce qu'on appelle tout ce qui est... tout ce qui est vestiges rupestres. D'accord. Donc ce sont les périodes qui ont le plus marqué, on va dire, à l'époque... oui, avant l'avènement de l'islamisation, oui, de l'islamisation de la région. Oui. D'accord. Oui. Rapidement, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette période-là, par rapport aux Romains? C'est une période où justement, c'était des berbères romanisés. Romanisés, c'est-à-dire qu'ils avaient suivi la religion chrétienne. Oui. Et jusqu'à présent, on retrouve les traces de chrisme qui représente le Christ, jusqu'à présent. Et ça a existé, et ils avaient une relation au 5e siècle avant Jésus-Christ, de Jésus-Christ, ces tombeaux existaient, et ils avaient des relations avec Hippone.
les descendants j'ai oublié son nom. D'accord, mais ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va vous revenir. Ça peut arriver, on a des trous de mémoire. Oui, des trous de mémoire. En tout cas, ça a été une période assez marquante de la région. Oui, très bien. Mais on va dire que l'expansion, la richesse de la région a été, on va dire, plus avec l'arrivée donc de l'islam, n'est-ce pas? نعم. طبعا ربي يفتح على المنطقة بالإسلام، فجاء سيدنا عقبة بن نافع سنة 62 للهجرة 682 للميلاد، وفتح هذه المنطقة بدون طبعا ما عدا بعض المعارك الجانبية كما يسمونها، ودخل المسلمون أو دخل أهل تيارت في الإسلام وأصبحوا. Ils ont facilement adopté l'islam ou il y a eu une certaine résistance parce que j'imagine. يعني كان صح كاين هما الجزائريين طول حياتهم مقاومين، طول العهود تاعهم مقاومين، هذا بدون شك. المقاومة التي وقعت حول حصن يسموه حصن البيزنطي، كان هناك بعض الحصن اللي وقعت المقاومة فيه ولكنها ما استمرتش كثير، يعني لم تستمر كثير، انتصر المسلمون على البيزنطيين لأن كانوا حصن كان البيزنطي تبع للبيزنطيين، وانتصر المسلمون وطبعا دخلت تيارت في الإسلام. وفي عهد يزيد بن معاوية، في عهد الخلافة الأموية، في عهد يزيد بن معاوية، واصبحت تيارت المقاطعة الثامنة، كانوا يسموها الكور الثامن. تيارت كانت الكور الثامن وصارت ولاية تابعة للخلافة الأموية. ثم فيما بعد الخلافة العباسية، لما انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغداد فصارت تابعة للخلافة العباسية، ولكن لم تستمر طويلا هذه الحالة، واستقلت تيارت عن الخلافة العباسية في حوالي 161 للهجرة، يعني تقريبا 780 تقريبا هكذا في الميلادية، فاستقلت وأقيمت دولة هنا سموها الدولة الرستمية. الدولة الرستمية سو لجد عبد الرحمن بن رستم، أسسها عبد الرحمن بن رستم. عبد الرحمن بن رستم طبعا كان، وعبد الرحمن بن رستم كان من العلماء الخمس، يعني كان من العلماء المشهورين في المذهب الإباضي. D'accord. Et on rappelle encore une fois qu'à cette époque, il y avait plusieurs tribus qui étaient donc les Zénètes, les Houagas et les Mayas, c'est ça? À peu près, environ, c'est ça. كانت مجموعة من القبائل. من القبائل اللي هما les Zénètes. هناك قبائل التي كانت على المذهب الإباضي في حينها. Exactement. وابن خلدون يقول بأن يعني ابن خلدون يتحدث عن الموضوع هذا ويقول بأن عبد الرحمن بن رستم جاء هاربا عند قبيلة المايا وقبيلة الوتا، قبيلة المايا وقبيلة الوتا التي كانت على المذهب الإباضي، كانت يعني قبل يعني الدخول ابن رستم كان هناك المذهب الإباضي. ولهذا عبد الرحمن بن رستم لما أسس مملكته كانت مملكة إباضي، يعني المذهب اللي كان حاكم، المذهب اللي كان حاكم في الدولة هو المذهب الإباضي، هو اللي كان دولة. Et il voulait rassembler tous les Ibadites sous la même, en faire une capitale. C'était son objectif à l'époque, j'imagine. طبعا هو في الواقع حسب ما يقول المؤرخين عبد الرحمن بن رستم هم الذين طلبوا منه أن يكون رئيسا عليهم. donc ils lui ont demandé d'être chef de. هم اللي طلبوا، القبائل طلبت بأن يكون عبد الرحمن بن رستم هو إمامهم. ويعلل المؤرخون لماذا هم طلبوا عبد الرحمن بن رستم. pourquoi ils l'ont demandé à lui. لأن لو كان ندير واحد من القبيلة يعني من قبيلة المايا ولا من قبيلة يعني الواتا أو غير ذلك ربما سيستبد بالحكم ومن بعد au profit de sa tribu. Donc ils ont préféré lui qui était quand même assez neutre par rapport. هو تقريبا محايد، وثانيا ما عندوش قبيلة تحميه، ليست له قبيلة تحميه. Il n'a pas un penchant vers aucune des tribus, donc il était assez juste. Donc. ولذا حكم بعدل، ولذا كان حاكم بعدل، كان حاكم عدل بين القبائل، وكانت القبائل تسير وفق طريقة إسلامية معينة، وطبعا الدولة الرستمية حكمها 8 ملوك من الرستميين، ربما نقول أشهرهم عبد الرحمن ومن بعد ولده عبد الوهاب بن عبد الرحمن وأفلح بن عبد الرحمن. Nous pouvons voir quelques images, enfin un petit extrait. نشوفوا ensemble ونرجعوا لك بعد قليل. On regarde ce petit extrait bien sûr où on parle justement de Abd al-Rahman bin Rustum. On regarde s'il vous plaît.
Nous sommes ici à Tegdemt, capitale du premier État islamique du Maghreb. En 761 de l'ère chrétienne, l'imam Abdelrahman ibn Rustom, chef religieux kharijis d'origine persane, quitta Kairouan et fonda Tihert. À leur simplicité d'ascète, les imams rostomides joignèrent le goût de l'étude et une culture de savants. À Tihert, ils assemblèrent de riches bibliothèques et envoyèrent en Orient des missions pour acheter des manuscrits. Durant le règne des Rostomides, la ville devint un foyer intellectuel de grande réputation, où l'on venait s'instruire le droit, l'astronomie, la théologie et les mathématiques. Voilà, donc c'est un petit peu un résumé de ce que vous venez de dire pratiquement en arabe, oui. Oui, rapidement. الإمام الثاني اللي هو عبد الوهاب بن عبد الرحمن هذا يعتبر هو الذي أسس المكتبة المعصومة. مكتبة المعصومة كانت من أكبر المكتبات في العالم الإسلامي، وهي كانت تنافس مكتبة قيروان ومكتبة دمشق ومكتبة بغداد وغير ذلك. كانت مكتبة كبيرة، يقول يوصل إلى أن يذكروا العدد 300,000 كتاب، كانت فيها 300,000 كتاب. وطبعا هذه الاسس كانت كبيرة جدا، وكانت تحتوي على مجموعة من كل الكتب التي كانت طبعا لأن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بعث ما يسمى في ذلك الوقت بحوالي 1000 دينار ذهبي باه يشتري الكتب من بغداد. Donc il a beaucoup investi énormément d'argent. Très bien. On peut marquer une petite pause, s'il vous plaît. Moi, je voudrais juste un petit peu, encore une fois, donner la parole un petit peu à nos artistes qui sont venus. Eux, ils sont venus de Mehdia. Mehdia qui est à peu près à combien de kilomètres de là? À 60 quand même. Une soixantaine, même pas. Donc c'est la troupe folklorique donc, de Mehdia, toujours, donc de la wilaya de Tiaret. Je vous laisse juste les apprécier, histoire de un petit peu... boire un petit peu un verre d'eau, allez, respirer un petit peu. Je vous dis, ne bougez pas, on revient tout de suite. بسم الله بها بديت في الصلاة عليك يا حبيب الله يا خويا يا عزة ربي يا رجال الداله وانتم نصران المظلوم بكم ربي فرض هذه الوكالة وظالمتنا على المظلوم Leurs aînés, hein, si je puis me permettre cette expression, puisque nous avons cette photo que le Hajj nous a soigneusement retirée de ses archives personnelles, qui datent particulièrement des années 50 environ, n'est-ce pas? Donc notre cadreur va, avec l'aide de notre réalisateur, va vous montrer peut-être cette image de plus près, voilà. C'est la même troupe hein, folklorique de Mehdia. C'est-à-dire, on disait qu'elle renfermait des milliers d'ouvrages scientifiques, d'histoire, mathématiques et autres. Oui. Et c'est pourquoi El-Bekri, l'historien El-Bekri, l'avait appelé Bagdad el-Maghreb. Ah. Il avait appelé Tiaret Bagdad du Maghreb. Voilà, c'était pareil, c'était la capitale. Oui, oui. لا هي لان علاش سموها عراق المغرب؟ عراق المغرب سموها لثلاث اشياء. الحاله الاولى هي ان كل الكتب التي كانت في بغداد تحولت الى المكتبه المعصومه. D'accord, par rapport aux livres qui existaient à Bagdad. الكتب اللي في بغداد في العراق جابوهم شراوهم وجابوهم حطوهم. Première raison, la deuxième. هذه الاولى. الحاله الثانيه لان تيارت تعتبر من اغنى المناطق في الجزائر. فيها المياه، فيها الارض الخصبه، فيها الرعي، فيها اذا هي خصبه كما العراق يسموه الهلال الخصيب. C'est-à-dire il y avait une similitude entre les terres. يعني كي تقارني بين يسموه الهلال الخصيب تاع في العراق. دوله من اذا
توفرت فيها الاراضي الخصبه وتوفرت فيها المياه وتوفرت فيها يعني similitude الجانب dans les الرعوي وغير ذلك، فكان يسموها اذا نفس الشيء تشبه. Et la troisième؟ لا تشبه العراق المغرب. الشيء طبعا الشيء الثالث ان حتى كي نقول نعم. حتى العادات والاخر بدات احياء تاع المدينه، احياء المدينه على بالك احياء المدينه التي كانوا يسموها حي الكوفيين، حي البصريين، حي المغاربه، القيرويين ولا القرويين ولا يعني حتى الاحياء هذيك نفس الاحياء التي كانت موجوده تقريبا في بغداد موجوده في الان. Alors, واش كانوا اسمها à l'époque? Comment ça s'appelait à cette époque-là? تهرت او تهرت. D'accord. هذا هو ما تغيرش الاسم وبقى. Donc c'était Tihert. Donc Tihert c'était l'ancienne appellation. نفس الاسم الذي كان. D'accord. Est-ce qu'on parle, maintenant la question se pose, est-ce qu'on parle de Tihert, l'actuel Tiaret, ou est-ce qu'on parle de Tihert, on va dire une ancienne région un peu plus éloignée de la capitale qu'il y a maintenant, enfin plutôt de la capitale, de la wilaya qui est maintenant. لا شوفي في تهرت طبعا تهرت اللي هي المدينه الحاليه التي نحن فيها اليوم، هذه هي تهرت القديمه يسموها تهرت القديمه. من بعد لكن عبد الرحمن بن رستم بغى يوسع المدينه لما جاء بالمواطنين اللي جاوا معه، حب يوسع لهم المدينه يبني، لكن السكان رفضوا ان يسمح له بالتوسيع يسكنوا في تهرت القديمه. رفضوا. دونك يا تهرت لانسيان فيل رفضوا القديمه. رفضوا. كانوا يبنوا في النهار، لما يبنوا في النهار في الليل يسيبوا البناء اللي تبنى في النهار يهدم في الليل. عبد الرحمن بن رستم طبعا رجل ذكي وكان عالم وكان سياسي وكان والي القيروان في قبل هذا. كان ذكي قال اعطوني منطقه اخرى نشريها عليكم. طبعا قالوا نعطيك منطقه، ولكن رفضوا ان يبيعوا الارض. وتلاحظي ماذا ils avaient la notion de l'importance des terres. Ils refusaient de vendre des terres. الجزائري مربوط بالارض. Oui, il est très attaché à la terre. Oui. يعني ماذا فعلوا؟ قال طبعا احنا نعطوها لك ولكننا ناخذ الخارج من الاسواق، يعني ناخذ الكريه من الاسواق هذوك كما نقولوا احنا المكوس ولا المقمرق ولا ما نعرف كل كيف نعبروا عنهم. سي كوم اون سورت دو لوكاسيون كوا. هذا هو فقبلوا. معنى ذلك رفضوا البيع وعطاو له ليشتغل، فهبطوا بناو تاقدمت، بنى العاصمه نتاعو في تاقدمت ابتداء من 144. Donc on est bien sûr sur ces mots. Tihert et Taqdemt ne sont pas le même endroit. اسمحي لي كمل. تفضل. كي بنى في تاقدمت الحاليه. الان احنا نوضحوا تاقدمت الحاليه سموها تهرت السفلى. سموها تهرت السفلى، يسموها 3 اسامي، يسموها تهرت الجديده ويسموها تهرت السفلى، يعني تهرت السفلى، ويسموها تهرت الرستوميه. اذا عندها 3 اسماء، تهرت الرستوميه، تهرت السفلى، اذا وتهرت الجديده. هذه الاسامي تاع اللي بناها عبد الرحمن بن رستم. اما تهرت اللي كانت قديمه واللي يحتها عبد الرحمن بن رستم بقات على اسمها القديم، بقات على اسمها كما هي تهرت. اعطيني الان des quartiers qui appartenaient à تهرت القديمه. Donc, ceux qui nous regardent, qui sont enfants de Tiaret et qui nous regardent, ils aimeraient savoir est-ce que leur quartier fait partie de l'ancienne Tiaret, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Oui. Le quartier de Sidi Khaled. Oui, c'est le plus ancien. C'est l'un des plus anciens. La Redoute. بكثره اللي مازال باقي فيه الاثار موجوده. لا رودوت مازال اسمه لا رودوت ولا الان فيها تكانت؟ لا الان راهي فيها تكانه العسكريه، الان راهي maintenant c'est devenu une base militaire. C'est une ville encerclée de remparts qui avait 4 portes. Oui. Et il y avait les habitants, il y avait un bain mort, il y avait une mosquée, il y avait de tout. En même temps, il y avait la caserne. D'accord. Donc avec, on va dire, la colonisation française, il y a eu quand même, ils se sont accaparés un petit peu de ces quartiers-là. C'est ce que j'ai compris. Oui, professeur, oui, docteur. En ce qui concerne le vieux Tiaret. Oui, le vieux, l'ancien. L'ancien Tiaret. Oui. J'ai un ouvrage ici. Oui. Concernant la description de l'Occident musulman au Xe siècle. Oui. Écrit par Al-Muqaddasi. Et en arabe et en français. Et il parle de Abd al-Rahman ibn Rustam oui.
qui était une espèce d'architecte à l'époque. Il avait cette notion, cette idée de l'urbanisme. Déjà à cette époque-là, au Xe siècle, il avait cette idée de l'urbanisme. Et les maisons étaient construites en dur à l'époque. Et Tiaret de l'époque possédait deux grandes mosquées qui occupaient un tiers de la ville. Deux grandes mosquées à l'époque, au Xe siècle déjà. Oui. Et il y avait des artères, oui. des rues marchandes. Oui. Et tout à l'heure, M. Mouziane a parlé de rues et de ruelles. Oui. Mais il existe ces quartiers. Il y avait Bab el-Majena. Il y avait Bab el-Masouma, qui est la bibliothèque qui contenait beaucoup plus de 3000 ouvrages à l'époque. Oui. À l'époque, des ouvrages venus de Bagdad, etc. Oui, c'est ce qu'il disait. Et on a toujours comparé Tiert à Cordoue, ou bien à Damas. Et les gens qui venaient de l'Est se rendaient souvent là et ils se sont établis à Tiret, parce que c'était une région agricole et riche, prospère. Très bien, voilà, c'est ce qu'on disait. Oui, peut-être que le directeur de la direction de la culture, de l'agriculture, pardon. À travers ces événements qu'a connu Tiaret, donc cela a influencé beaucoup plus sur les systèmes de production agricole qui existaient à l'époque. Oui. Donc les historiens nous ont écrit au niveau de leur revue que la zone la plus fertile au niveau de le territoire agricole de Tiaret, qui est les plateaux de Serchou, était une zone beaucoup plus pastorale, jadis pastorale, et qui a connu des modifications et des développements dans leur système de production suite aux événements qu'a connu la zone. Donc on peut dire aussi qu'il y a eu pas mal de changements de politique agricole, si on ose dire, dans le temps, lors de l'avènement des Romains au niveau de la zone de Tiaret. Ils ont développé une céréaliculture en sec. Cette céréaliculture a été remplacée par un élevage pastoral prospérant et florissant qui a duré plus de 10 siècles. Lors de l'avènement aussi et la colonisation française, ce type de production agricole qui était basé sur un élevage pastoral a été repoussé vers la zone sud de la wilaya, et à sa place il y a eu un développement d'une agriculture agriculture pluridisciplinaire et aussi à dominance céréale bien sûr, où on a vu aussi il y a eu un développement des légumineuses alimentaires qu'on appelle communément les légumes secs, et surtout au niveau de cette plaine de Serchou, ce plateau plutôt de Serchou, où il y a eu développement de la lentille et de la fève sèche. Et d'ailleurs, au niveau de cette zone, il y a eu création d'une variété spécifique de la zone qui est la LBS, c'est la large blanche du Serchou. C'est une variété de lentilles spécifique à la zone. LBS, très bien. Ben, merci encore une fois, hein. Merci pour ces... Oui. دائرة السفلى اللي هي كانت عاصمة الرستميين، كانت محاطة بسور ولها 4 أبواب. كان لها 4 أبواب. l'avait précisé Madame Abed. باب يسموه باب الأندلس وهو اتجاه تاع الشمال. باب المطاحن، باب المطاحن وهو متجه نحو الجنوب، يعني وين كاين وين كان واد مينا، كان هناك مطاحن بنيت عليه، هناك مطاحن. اذا هناك باب المنازل، وهو اللي عندما ندخل لها ندخلوا دو كوتي دو كوتي دو معسكر في الشرق، الجانب الشرقي من المدينه، الجانب الشرقي. باب يبقى باب السفر، ولكن اصل تاعها باب الصفاح،
يعني كانت في ذيك المنطقه كانت فيها الحجاره كثير وكانت تستعمل وتنزع منها الحجاره. على كل هذا على اختلاف في الحديث. هناك من يقول باب الصفا ربما مسموها على باب الصفا والمروه اللي معروفه في الاخر، ولكن على كل هو ربما منطقه بها باب الصفا. هذه هي الابواب التي كانت موجوده بها. D'accord. Il y a encore un moulin à eau qui se trouve à Tegdemt. Aujourd'hui encore. Oui. Il y a un moulin à eau qui aujourd'hui existe encore à Tegdem. Très bien. Mais c'est vieux, il n'est plus pratique. Très ancien quand même. Très bien. Alors moi je voulais juste enchaîner avec bien sûr les Fatimides. On sait que ils sont venus juste après donc. Rapidement parce qu'en fait on a déjà fait passer 1 heure de temps et le programme est très chargé. Oui. تفضل bien sûr. جاء بعدها بعد عبد الوهاب جاء الملك أفلح. الملك أفلح ازدهرت كثير تيارت واصبحت من اغنى parmi les plus riches. هو كانت اغنى. Oui, grâce à ce roi qui s'appelait أفلح. انها ما كانش يجدون حتى لاعطاء الزكاة. الزكاة تاعهم كانوا يخرجوها. Donc la ville était prospère et les gens étaient tous. هذا يعني ماذا بيا هذه النقطة انها تكون لأنها مهمة. في عهد أفلح. Parce que je pense que les richesses étaient équitablement réparties dans la région. C'est tout à fait normal. وكاين ايضا كان لان كان افلح وكان الحكم تاعو استمر 50 سنه. يعني 50 ans. استمر 50 سنه. فلهذا كان C'était trop beau pour que ça dure. ثروات كبيره. ولكن مع الاسف في لكل بدايه نهايه. لكل بدايه نهايه. مع الاسف ان هناك حروب داخليه وقعت بين الورثه بين ورثه الحكم ولم يكن هناك اي حرب. نقول لك 4 فتن وقعت في تيارت في ذلك العهد. لم تقع اي فتنه على اساس ديني او طائفي ابدا. وانما كل الفتن ال4 التي وقعت كانت على اساس سياسي. لا اساس سياسي داخل الحكم بين العم وابن اخيه بين الإخوان. Très bien, d'accord, parfait. إذن فتيارت هبطت يعني من هذه الحروب. Malheureusement, elle a connu une décadence à ce moment-là. في نهاية المطاف تيارت ضعفت. وحينئذ جاء في 296 جاء العبيديين اللي هم من بعد يسموا لأن بعد سموا الفاطميين عندما جاءوا لتيارت كانوا سموهم العبيديين. يعني عبد الله المهدي معروفين عبيد الله. فسقطت تيارت لم تسقط بالحرب وإنما سقطت سلما يعني جاء العبيديون فتفاوضوا مع Oui, puisque après les Ostomides sont allés vers le sud. هذا هو. Voilà, très bien. من اليقظان مع ابن اليقظان تفاوضوا معه على اساس ولكن مع ذلك. Il y a eu des négociations. مع ذلك قتل وكانت نهايه الدوله الرستميه مع الاسف 260. ما ننساوش فقط حاجه واحده اتمنى انها تسمعها لانها تيارت كانت مناره فعلا. كانت فيها ايضا فرق فلسفيه. فيها كانت فرق المعتزله لانها انتقلوا من بغداد الى تيارت. كانت فرق الواصليه او الموصليه. كانت فرقه سياسيه اخرى يسموها الوهبيه تنتمي الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن. اذا وهناك النكاري فبعض فرق تحظي كيفاش يعني كانت مزدهره. D'accord. Malheureusement on ne peut pas aller plus dans les détails. Malheureusement parce que effectivement c'est une émission de 2 heures seulement et on ne peut pas citer toutes les étapes mais surtout les plus les plus marquantes. Le royaume des Rostomides il est resté pendant 132 ans. Rien que ça. Très bien. Alors, si vous permettez. Oui, bien sûr. Non, mais ça ne sera pas le dernier, hein, je vous rassure. Allez-y. Un dernier mot. Rapidement seulement. عبد الوهاب ابن رستم بن عبد الرحمن. C'est plutôt Abderrahman, oui. a conquis la Sicile. C'est très important de connaître ça. Bah oui, là on parlait un petit peu de son savoir-faire, de son génie militaire. Et il a conquis la Sicile avec les Erlabites. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Très bien. Et là, si vous permettez une petite pause musicale, parce que eux aussi, ils sont venus, ils ont fait le déplacement. Le Bedoui, il est très connu ici, في المنطقة البدوية الحاج. الأغنية البدوية. نسمعوا لهم ومن بعد تحكي لنا شوية على البدوي. Ok, très bien. تفضل معنا الحاج. Donc je vous propose du Bedoui, encore une fois, du 100% région de Tiaret, et je vous dis à tout de suite.
on n'a pas encore parlé d'un point important dans la wilaya de Tiaret, on n'a pas parlé du cheval, de l'importance de cet animal dans cette région et comment ont-ils fait justement, ils en ont fait une race assez importante dans la région. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il existe depuis quand dans la région? Vous m'avez dit hier, depuis plus de... qu'est-ce qu'on en a parlé? تركب على ذاك كانوا 5 زوي فيها هنايا اللي هما واش هما الخمس زوي هادو؟ سيدي عدا وسيدي عطقم مسعوده ولاله تركيا كما نقولوا وشعلال 5 هذو اللي كانوا يقروا بالقران ويخرجوا. ثانيا نوبلي با بلي الشيخ الصحراوي راح منا مع سيدي الاخضر بخلوف في تاع الزغران دا 80 قدوس وسيدي محمد العلي. الناس هذو اللي كانوا ثوار وكانوا من شعراء سيدي بويت وعندهم حماسه يقول في الغزل يقول سيدي الاخضر بن خلوف اللي كونو سيدي الاخضر بن خلوف معروف كانت باينه يقول لك بالكرم بالطعم وي صافا شهرها واش كانها مده سنين بكى البلاد بكى الوطن وقبلها بكى رجال بخصايلهم بايزين بحر الطعام بيت اني اوربانا هذا اللي كان دوزهم اذا يكون وطنك رزاتو فانسين زي مع البلاد اللي فازوا ناسها سيدي كل لا بيل تاعك راح لي شارنير روح الجاو et ils avaient ce savoir-faire par rapport à l'élevage du cheval. Ils avaient ce savoir-faire par rapport à l'élevage du cheval. ودخلني نوبلي با نواجبك على دخلني ندخلوها مصمبرين يقول 53 عرش في بيت واحده. واش هذه 53 عرش؟ مصمبرين بلا باس فليته اكرمه ومجاه الوطن المحارب بني غدو. لاني كي وصلت هنا شو يقولوا لي الشريف ناس الميمر يسكن العقب يشدوه. بركوا نهار اللي طاح له الدوك دومال مالك لو دوك دومال على الزماله لا بروميير بال طاحت فيه ولا الشريف بني مديان. عطسونهم على لي بيبي بيشوفوا انا بيبي طقي هذا يهدر فيها الله هنا هذا شكون يجي لي سوار هذه اللي نقول لك كل احتراماتي للدكاتره لو كان ما يرجعوش للشعر الشعبي ما يسيبوش تاريخ الجزائر كومبلي انا نقول لك عليها باسكو هي دونك يهرب لك انسان شاعر يهضر لك على بيزونس على بيزونس ها بيزونس وانا مش عارفها راك عارفها ما قلناش حاشا ولله لا ما قلناش هذا الشيء لا حاشا ولله انا بالله حاشا يهدر تاريخ من ساعه رومان مكوى سادات كذا من سنه ملوك وجدار وكتم السلطان بالمحيي الدين نصر مولانا الامير القديم ناقب اللي كان والاثار يحكي على الامير عبد القادر في تقدمه المحصوره. نعم فكرت انا وزرت خالد الوالي مولي البلاد طلبت الواحد الاحد سلطان انسان سيتان جيوغراف سيتان هيستوريان كاين شويه كاين الامير عبد القادر. نعم قبل ما نحكيو على الامير عبد القادر كاين واحد قبله اللي هو بن خلدون اسمح لي اللي قعد 3 سنين في جوستومون في 3 ans et 6 mois plus exactement dans la région de Tarzoul Tissa je pense قلعة بني سلمة tout à fait c'est là-bas où il a écrit justement المقدمة de بن خلدون. لان باش التاريخ يبقى مسلسل تبقى تسلسل تاريخي. عندما جاء العبيديين بعد العبيديين ما استمرتش تيارت ودارت استقلال ودارت المنطقه تاعنا دارت استقلالها في عهد بني توجين. بعد بني توجين جاوا سنه 420 للهجره حوالي 1040 للميلاد 1040 للميلاد. هذه الدوله هي اللي اسسها او ازدهرت في عهد محمد بن عبد القوي. محمد بن عبد القوي هذا ممكن باش راح محمد بن عبد القوي هذا ساهم في الحرب ضد الصليبيين في الحمله الثامنه. الحمله الثامنه كون جيش ومشى وحارب الصليبيين. داكور اسمحي لي نكمل لك تفضل. وي باختصار. وي في هذه الدوله وفي هذه الدوله بني توجين هي التي استمرت وجاء لها ابن خلدون. ابن خلدون c'était à cette époque-là donc في عهد بني توجين. il était donc à cette époque-là. طبعا استمرت تغيرت الاسامي. Et on a même l'endroit, on a l'image normalement, on a le site où Ibn Khaldoun s'était réfugié. On peut voir ça sur l'image normalement, tout à fait. نترك التوغزوت نتركها لسي عم سي عمر.
Oui, alors par rapport à, on citait donc à l'arrivée d'Ibn Khaldoun, voilà donc l'endroit où se réfugiait Ibn Khaldoun. Je voudrais parler un petit peu d'Ibn Khaldoun, oui, qui a vécu dans notre région, à Frenda. Et Frenda a été la fierté. Oui, le père de la sociologie. Le père de la sociologie. Elle a été fière d'avoir reçu l'un des plus éminents sociologues. Non seulement il était sociologue, mais il était pédagogue également. Et il a parlé d'histoire. Et c'est grâce à lui que l'histoire a une science. Elle est basée sur un raisonnement scientifique et rationnel. Sans science, il n'y a pas d'histoire. Ne confondons pas légende, comme disait Ibn Khaldoun, ne confondons pas légende, hein, qui est le produit, le fruit de l'imagination, instillée d'histoire et de mensonges, avec ce qui repose sur ce qu'on appelle le positivisme actuellement. Le positivisme, c'est les faits réels. Toute science, toute histoire doit être basée sur des faits réels. Alors, il ne faut pas que l'histoire soit une narration stérile et sans consistance. Il ne faudrait pas qu'elle soit littéraire. Si elle est littéraire, elle perd de sa substantifique moelle, ce qu'on dit. Donc, Ibn Khaldoun a parlé d'histoire et il a basé tout son travail, fondé son travail sur des faits, sur l'observation. Quand on observe quelque chose, on la travaille et on en tire des conclusions. Donc, allez-y, allez-y. Alors, Ibn Khaldoun non seulement a été un historien, mais il a été aussi un pédagogue. Ayant vécu dans le faste, de l'Espagne musulmane, il a fait une étude comparative entre l'enseignement qui était donné en Espagne et celui donné au Maghreb, surtout en Algérie. Et par rapport à sa présence, surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans la région de Tagzoult, justement, à Qal'at Bni Salama. Taourzoult, pardon. C'est surtout ça, voilà. C'est là qu'il a écrit les prolégomènes. Voilà. Vas-y. Il a écrit les prolégomènes, la Muqaddima, et une partie du livre de considération. Kitab al-Ibar. Très bien. Oui, le livre des exemples. Des exemples. On appelle aussi le livre des considérations. Ah, d'accord. Oui, le livre des considérations. Très bien. On nous a posé la question suivante. Des étudiants de France qui sont venus et ils ont visité la grotte avec moi. Il y avait Jean Sûr et des professeurs de l'université de Paris. Ils étaient étonnés et un peu soucieux de dire que dans une grotte aussi étroite, on écrit quelque chose de grandiose. Et d'énorme, et d'universel. D'énorme. Alors je leur ai répondu, je ne sais pas si c'était dans le bon sens, je leur ai dit que la grotte, biologiquement parlant, représente le ventre de la maman. Quelque part comme... et l'inspiration vient du ventre de la maman. Il ne faut pas oublier que Ghar Hira, c'est la source d'inspiration. Du prophète Mahomet alayhi salatu wa salam. Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors il a écrit quelque chose sur la sociologie. Il a fait une étude comparative entre la vie du nomade austère et la vie du citadin. Les citadins. Alors il a fait une étude comparative et il a parlé également de la parenté génétique entre les populations, de la parenté génétique, ce qui était très important à l'époque. À l'époque où l'Europe vivait au niveau de la hache et de la hutte, Ibn Khaldoun réfléchissait sur la pédagogie. Donc, ayant vécu en Espagne, il a dû faire cette comparaison entre l'école espagnole sous Pierre le Cruel et l'enseignement qui était donné en Afrique du Nord, qui était beaucoup plus dogmatique, stérile et sans consistance. Par contre, l'enseignement qui était donné en Espagne, c'était un enseignement différent, où il y avait le dialogue entre l'étudiant et le professeur. Donc il y avait une osmose entre l'étudiant et le professeur. D'où l'intérêt de cet enseignement. Donc,
Malheureusement, on ne peut pas trop s'étaler sur Ibn Khaldoun vu que le temps nous est très, vraiment, il est très serré. On aimerait encore en dire davantage. Nous allons donc résumer malheureusement la période où l'émir Abdelkader en a fait donc sa capitale politique et militaire de 1835 à 1841, donc pendant 7 ans. Voilà. Et moi, je voulais encore revenir. J'ai pas eu ma réponse concernant le cheval. Je comprends pas pourquoi vous évitez ma question. Vous voulez pas me répondre? Oui. Oui, allez-y, professeur, rapidement, désolé. Par rapport au cheval, c'est-à-dire que... Désolé, professeur. Oui. Bon, c'est-à-dire le Maghreb, il est connu pour l'élevage, beaucoup plus du cheval, le barbe. D'accord. Oui. Mais à Tiaret? Oui, à Tiaret, il y avait le barbe, il y avait aussi le pur sang arabe. Oui. Il y avait aussi le croisement entre le barbe et le pur sang arabe. Et même on dit que Napoléon III, il avait, oui. il avait offert au roi de Pologne une lignée de cheval, bon, une qui s'appelle Sherifa et l'autre qui est Gnina, et qui actuellement sont ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle tout ce qui est les lignées polonaises actuelles, sont les descendants de ces deux espèces qu'a donné Napoléon III au roi de Pologne. Très bien. Madame Abed, vous vouliez dire quelque chose sur le cheval? Oui. Si vous permettez, bon, je ne suis pas historienne, je ne suis pas cavalière, mais oui. On connaît un peu tous les tribus tcharétiens, ce qu'a cité Cheikh Haj Khaled, ce sont des cavaliers. On trouve chez nos tribus, presque tous les hommes, c'est des cavaliers. Tous les hommes possèdent une monture. Hein? C'est des fantasia ou la goulour fantasia. Oui. Et concernant la jumenterie, elle a été créée en 1874. Celle de Chauchawa. De Chauchawa, parce qu'il y avait, comme a dit le professeur, la race barbe, la race tiarétienne. En plus, il y avait d'autres races. Et vu les guerres qui allaient arriver après la guerre mondiale et tout ça, les génies militaires qui étaient sur Tiaret, ils ont eu l'idée de faire un croisement entre le barbe et d'autres races. Là, ils ont créé un petit haras, une petite écurie, puis de là, ça... Très bien. ما نقنطكش أستاذ، راني نشوفك راك ما تزعفش عليا، مي فريمون رابيدمون سي فو بلي. تفضل. فقط بعض الجملات. لماذا تيارت كانت يعني مقر الخيول؟ يعني شيء طبيعي. لماذا؟ نقول لك الاسباب، يعني الاسباب هذه ذكرها يعني في كثير من الكتب التاريخيه والمؤرخين. نقول لك اولا لان اولا كانت مثل عراق المغرب، قلنا عراق المغرب، معنى كانت بلاد غنيه تاريخيه غنيه. اثنين، معظم الفاتحين جاءوا على الخيل. اثنين ولا ثلاثة، القبائل التي كانت تأتي هنا دائما كانت تأتي صيفا كانت كل القبائل تأتي من بسكرة إلى هنا صيفا، فكانت معظم الخيول يعني الناس تشتري وتبيع الخيل. Il y avait un carrefour économique important. كانت ملتقى تجاري comme avait dit. ملتقى القوافل. Les chrétiens sont amoureux du cheval. Voilà, c'est ça. أصبحت الخيل عندنا كثر. والأمير عبد القادر نفسه سألوه عليها. الأمير عبد القادر سألوه، وطبعا جاء أحد سفراء الروس وطلب منه يعطي له مجموعة من الخيول، وهذه راه كتبها الأمير عبد القادر في ومن ذلك انتشرت الخيل في تيارت. هذا très bien. يعطيك الصحة أستاذ. C'est bon? Alors juste, il y a un poète avec nous qui est présent et qui attend. Alors c'est vrai que normalement il clame de la poésie en arabe et en français. Il va le faire juste en une seule langue ce soir parce qu'on n'a pas assez de temps malheureusement. Mais je vous laisse l'apprécier en notre compagnie. Je vous laisse donc avec le poète Ben Zama Ben Issa qui rend hommage bien sûr à Al-Khaldi. À vous. Merci. Je me fais un devoir de rendre hommage, un vibrant hommage à l'une des grandes figures de la poésie populaire, en l'occurrence Cheikh Abdelkader Al-Khaldi, rahimahullah. C'est un poème qui a été traduit en français par Stade Ahmed Amin Billahi.
Le texte d'aujourd'hui a été intitulé par Cheikh Abdelkader Al-Khaldi lui-même, Vaincu par les soucis, et le poète, dans sa déclaration, le résume comme suit. Poésie sentencieuse, réflexion amère sur les vicissitudes du temps. جار عليا الهم وكترت جغابي وشرت الشمل كان في العز ملايم ما نجدوني رجال عندك ضرابي وبقى بيا العود والعادي صادم حبابي في المضيق ظلوا وصحابي ودرك من كان يوسع فلوسها يكسر بالفم ابرد حمان هيدي نكرت جيبي حتى لطرف الرواق والمبسم درمم شفاي على جوان حيدقت نابي عطلني ما جبرت للجوبه من جن. Le malheur a pris sur moi le dessus et les soucis m'accablent. Ceux qui étaient réunis au temps de leur splendeur ont été dispersés aux quatre vents. Personne n'est venu me tirer de cette mauvaise passe et mon cheval a perdu ses forces au moment même où les ennemis me chargeaient. Mes amis et mes proches, dans les moments difficiles, se sont esquivés et celui qui, dans l'aisance, se montrait généreux, mais en parole, a complètement disparu. Ma main, sans chaleur, ne reconnaît plus le chemin de ma poche. Mon regard est rivé au sol et l'amour a remplacé le sourire. Celui qui prend un malin plaisir à me voir souffrir pèse de tout son poids sur mes pauvres ailes. Il me paralyse et m'empêche de prendre aucun envol. رديت عليك يوصلك راب كروبي صبت تدوي الهم في المدام ورحت أعدم كاس ورا كاس مشروقي لغروبي وهديت القير رادر القلو يشرم. J'ai noyé alors mon amertume dans l'amertume des coupes de malheur et j'ai trouvé dans ma coupe le remède à mes maux et je me suis anéanti. Une coupe après l'autre, du lever du soleil à son coucher et que les mauvaises langues joignent leurs ragots aux vains bavardages de tous les médisants. عيطة من هابني وعمد العتابي وعيطة من حني وسلاني في الغم. Le temps nous est très compté. الحاج ما رانيش نايضه من حتى تهضر لي على الشمال ولا على السرج au moins. Est-ce que vous pouvez nous définir واش هما المراحل زعما باغ اكزومبل اسكو vous pouvez nous décrire نتاع السرج نتاع العود كيفاه؟ ما نسال حتى واحد من هنا غيرك. انا جا نقول لك كنا نهضروا على الهم كنت تقولي على تيرت كنت نهضر لك على تيرت دوك هضرت لك على العود. على الخيل خاطر نضرب با سيدي خالد صح شقيق زوجين الروضه تيرت القديمه ساعد فيها الخير فيضه مبني قبا سيدي الابد وطانها من مانع من الجهه شارد سلطان تلمذه المحفوظه. احنا هذا اللي نهضروا وفوز ابلودي هذا الحاج البوات الحاج الثالث. تفضل. خاطر لي هذو كنا نهضروا للشيوخ يمز لك يدخلك فرنساويه بالعربيه. نعم كل احترام يجي صح معليش من الوقت راه ضيق لينا اعطينا او موان بيسك انت راك متمكن يعني اسكو فوفي نو ديفينير واش هما كاع لي كومبوزون تاع اللبس تاع السرج نتاع العود. فوالا اسكو اعطيني العود هو العود هذا قلنا كانوا يكسبوه اكثر من الاولاد. كان عزيز عودي نبدا من الجميع السنه في البجوجبيه شارب لي محاكي بنادم هو الخاطر معايا يونسني منين ينهم كل يلغوا على رقيب الله هنا وين يرسلوه يدي لها احمر قرمز والدم محجر عاد كيك طرحين سيله ذبح ويدي لها صفر جلدو ريال زعفران والورد منور حين ينتهض ما يريد يدي لها ابيض طعن جحافات مقفض حين ينتهض ما يريد للرد جناح يدي لها زرق جلدو ريال بريال منورق خف من البارق قوم يلعب الخيل والنساء الخيل مليح تبردو بس القلب ما نسى فيه هو سنير. شوف انا نقول خاطر سيدي زنتي هنا يقول مالو في واحد اخر انسان سنبوكا مالو لو توجور بسبب محاني ايطونون العين عني الرايه لو فيزاج كلير بومضاني باراي لا لون نجمن هذا ما كانوش الله والهمه واللبسه والحياه هذه ما نزيدش نقول لك عليها. تبارك الله يعطيك الصحه على كل حال. ميرسي بوكو. قواعد عندها سباعيه كانت السباعيه هذه من بعد العرس من بعد اللي كمل العرس يقولوا الشيخ يدخل داخل لافامي كيف يديروا سباعيه مسمم في السلم المقروضه الدنيا هذه كانت هاجه فيديتات
راه معنا حاضر المسمن وراه حامر معنا البراج دوك نشوفوا بيسكو نو افون اوسي لو شيف كويزيني اللي راه موجود لنا كلشي اون فا لوار tout à l'heure. المقلوب كان باين هنا. Dans un petit moment, il y avait ça. Il n'y avait pas le gâteau tardin. Alors moi justement, juste avant de passer à autre chose, il est très important aussi de rappeler à tous ceux qui nous regardent que dans la région de Tiaret, elle a connu bon nombre de martyrs durant la révolution, durant la guerre de libération nationale. Il est vrai que nous citons énormément Ali Maachi, bien sûr, qui n'est pas un nom juste anodin comme ça. C'était effectivement Shahid Louatan, mais aussi, n'oublions pas, ses compagnons d'armes qui sont décédés le même jour que lui, qui ont été également pendus la même nuit, c'est-à-dire la nuit du 7 au 8 juin 1958, qui sont Shahid Mohamed Jahlan ou Shahid Allah yarhamou Jilali Ben Soutra. Donc on salue leur famille. Pour ne citer que Hadou, il y a d'autres chouhada bien évidemment. اللي ذكرناهم bien sûr نحييو عائلتهم اللي راهم يشوفوا فينا ونقولوا ما نسيناهمش والاخرين اللي ما ذكرناهمش راهم في قلوبنا. Eux aussi on ne les a pas oubliés bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut rajouter rapidement concernant ouais ça y est l'émir on en a parlé malheureusement l'émir c'était bien avant. Je voulais juste rappeler un petit peu les traditions de Tiaret. Vous allez m'accompagner tout à l'heure du côté de l'art culinaire. Mais avant de passer à l'art culinaire, peut-être un petit détour vers l'agriculture, si vous le permettez. Très bien, donc on vous détache avec notre technicien, bien sûr qui va venir en direct, mais bien sûr. Je rappelle que les techniciens qui nous ont accompagnés durant toute la soirée aujourd'hui font partie de l'équipe d'Oran, de la station régionale d'Oran, donc du car numérique, du car HD. Et c'est l'anniversaire de qui ? C'est l'anniversaire du technicien. Ah, il est né le 1er février. اليوم دير l'anniversaire تاعك معنا بالمسمن. Très bien. En tout cas, moi j'en profite tout en même temps pour saluer toutes les personnes qui nous ont aidés. Vous allez venir m'aider. On va commencer par l'agriculture si vous permettez. Venez, suivez-moi. Vous allez m'attendre du côté culinaire. Alors, je voudrais également dire merci à tous les artisans qui sont venus présenter leur savoir-faire. Salam alaikum, ya'tikum saha. على بالي الوقت ضيق بزاف, je ne vais pas pouvoir venir vous parler, mais je vous remercie du fond du cœur. Vous faites partie d'une association, il me semble, c'est ça? حرفية ولا une association? جمعية, اللي هي جمعية? الجمعية, اسم الجمعية؟ Frenda, voilà, جمعية Frenda. يعطيكم الصحة encore une fois. La jeune fille donc qui est artiste peintre, اللي اسمها miniature. اللي اسمك؟ كروم آية. Très bien. Oui, oui, c'est vrai, on s'improvise pas. Technicien du son, hein. كروم آية. مرحبا بك معنا بنت تيارت. الحاجة مع الشيف cuisinier أحسن. Il y a aussi une autre artisane, elle est de l'autre côté. Salam, ça va? لاباس كنا نشوفوا فيها من قبل. Alors, on est du côté de agricole. Tenez le micro, je vous le donne. Il faut bien parler dedans. Allez-y. C'est une mosaïque de production agricole qui démontre la diversité de production agricole au niveau de la wilaya de Tiaret et aussi sa richesse et ses potentialités. Je vais axer beaucoup plus mon intervention sur les productions de produits de large consommation tels que la pomme de terre et les céréales. Il ne faut pas oublier que la wilaya de Tiaret est l'une des wilayats, les premières wilayats qui produit la plus grande quantité de céréales au niveau national. C'est 6 millions de quintaux par an, soit 13% de la production nationale. Donc la wilaya de Tiaret et participe d'une manière importante en ce qui concerne la production céréalière au niveau national. Aussi, il y a eu avec la diversité de production au niveau de cette wilaya et les potentialités dont elle dispose, c'est la wilaya qui est classée aussi parmi les premiers rangs en termes de production de pommes de terre aussi. Et sa spécificité de cette wilaya, c'est que sa production intervient lors de la période de soudure. Je m'explique. C'est-à-dire que la production, la wilaya de Tiaret produit plus de 1 700 000 quintaux de pommes de terre et elle intervient lorsque ce produit frais n'existe pas au niveau du marché. Donc c'est elle qui a
approvisionne les marchés au niveau national lors de cette période de soudure qu'on appelle la période lorsque les autres wilayats, en dehors des wilayats de haut plateau bien sûr, les autres wilayats ont récolté et livré et approvisionné le marché avec leurs produits et revient Tiaret après, durant les périodes de soudure qui sont le mois de septembre, octobre et novembre. Donc il n'y a pas de disponibilité de produits frais d'autres wilayats en l'occurrence la pomme de terre. Donc aussi la wilaya de Tiaret, c'est parmi les variétés qui sont disponibles dans la région. Très bien. Qui sont exploitées et qui sont produites au niveau de la région. Et je parle aussi la wilaya de Tiaret et la deuxième wilaya après Mascara en termes de production d'oignons. La production d'oignons s'est développée au niveau de la zone de Rcheiga qui dispose des potentialités hydriques bien sûr et cette wilaya approvisionne aussi comme la pomme de terre aussi l'ensemble du marché national. Merci Monsieur Yacher, en tout cas je remercie vous ainsi que votre direction d'être venu et également de nous avoir un petit peu éclairci sur votre secteur qui est bien sûr l'agriculture. Merci à vous. Donc je remerciais tout à l'heure les artistes comme vous l'avez vu, c'est Aya Kerroum également qui est donc artiste peintre, Drissi Nedjet qui fait dans le Mujboud tableau et là maintenant nous sommes avec un chef cuistot. ياسين عبد الكريم مرحبا بك معنا. انت اللي وجدت لنا هذا الشيء كامل. وجدتكم شرابي ولايه تيارت تميز باكلات شعبيه اللي جبنا لكم اليوم المدلوك جبنا لكم مسمن. المدلوك اللي هو المعارك. المعارك. Oui, pardon. Si vous permettez, avant de parler du medlouk, du semen, tous les gâteaux, tout le culinaire qui se trouve ici sur la table, c'est fait à base de semoule. D'accord. Hein, c'est la semoule principale. C'est la semoule de blé dur. D'accord. Très commençons par le commencement. Commençons par le couscous. Oui. Alors, les houat kololo, l'aish ou là c'est l'inverse? Non, pardon. L'aish, c'est le gros couscous. D'accord. Dans des régions ici sur Tiaret où on dit le mardoud ou le berkoukes. Le mardoud comme à la droite, encore une fois, oui. C'est ça. Non, le mardoud, c'est plutôt le berkoukes. C'est le berkoukes. Oui. C'est toujours. C'est ça, c'est ce que vous appelez l'aish. D'accord. Très bien, très bien. Commençons par le couscous. Oui. Qui est fait avec du bouillon. Bon. Bouillon, sauce blanche, sauce rouge, rapidement. Sauce rouge. D'accord. Pour les fêtes, généralement. Les ingrédients, voilà. D'accord. Et c'est quoi ce mélange-là? Ça s'appelle comment? بالرزقان. معيطولوه بالرزقان في ولاية تيارت. باش مخدوم هذا؟ مخدوم avec la semoule. La semoule aussi? Les dattes, oui, les dattes de ghers et aussi mélangées au beurre. داكور. هذا دونك مخلط بالزبده بالدهان وبالتمر معجون. الله يبارك الله يبارك بالفطيرات. داكور. وهذا رفيس؟ لا كعبوش هذا. تقولوا له الكعبوش. نقولوا له الكعبوش هذا نخدموه بالحرش ونخدموه بالتمر. On va inviter bien sûr autour de cette table tout à l'heure le directeur du tourisme Monsieur Berrabah qui nous a énormément aidé, aussi à la direction de la jeunesse et des sports aussi qui nous a aidé, le DA, la direction de la culture. Je dis un énorme merci à la direction bien sûr de la chambre de l'artisanat et des métiers, le directeur en l'occurrence, ainsi qu'un monsieur qui fait partie de la chambre de l'artisanat, c'est monsieur Mohamed Douis, hein. Je le remercie infiniment. Le directeur de l'éducation, le lycée Shahid Si Zoubir, bien sûr ceux qui sont à la tête de ce lycée, bien sûr qui nous a permis, qui nous a été comme une sorte d'hébergement. Madame Fetiha Aïd, Madame Amel Mohamdi, dit Madame Imouni, voilà, je porte sa robe. Et bien sûr, je continue, je vous laisse rapidement. Et si vous permettez, on a aussi d'autres ingrédients. Oui. Ceci, c'est la ruina. C'est du blé grillé, moulu, qu'on mélange avec du sucre et après avec de l'eau. Très bien. Ceci, c'est Tishan Felga, c'est du blé qu'on concasse, ou comme on dit sur Alger, le ibli. D'accord, très bien. Alors je voulais également remercier Monsieur Ben Meftah Abdelkader de Frenda
Et un grand merci, un grand merci, il ne faut pas que je l'oublie, Monsieur Bousmaha Mohamed, bien évidemment, qui n'est autre que le wali de la wilaya de Tiaret, qui était présent hier soir avec nous, avec qui nous avons beaucoup parlé de la région. Et c'est vraiment quelqu'un de très cultivé et qui connaît énormément de choses sur tout ça. Parce qu'il est d'El Mbayad et El Mbayad, c'est à peu près, on a un les petit mêmes peu les mêmes traditions, d'accord. Alors vous faites le brage? Ça, je ne savais pas que vous faisiez le brage. البراج بالتمر هذه ما كنتش على بالي يديروهم في هذو نعمروهم في البرج اوكي مي بالتمر وبيان on appelle مبسس مبسس المبسس بلا تمر وي C'est celui que je préfère, entre parenthèses. Hein. Voilà. Si vous permettez. تفضلي. Ah, d'accord. Concernant le medlouk, oui. C'est la même pâte. Le msemen, on le fait frire. D'accord. Dans de l'huile. Le medlouk, on le fait cuire dans une terrine en terre cuite. Oui, d'accord. On invitera Monsieur le secrétaire général de la wilaya de Tiaret pour le medlouk parce que je pense que c'est son plat préféré. On me le chuchote à la pastille. Hein. Donc lui, on le remercie énormément pour son professionnalisme. Aussi, des personnes qui nous ont écrit, des personnes qui nous suivent de l'autre côté de la Méditerranée, telles que les familles Kassimi Mohamed, Khedawi Amara de Chelles, Hakmi Mariam qui nous regarde de Paris et Madame Turkiya Sgheri. C'est surtout de la part de son fils, Abdelhaq, qui l'aime beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Hein. Allez-y. Encore, si vous permettez, parmi le culinaire de la région de Tiaret, si je parle, je dis toute la wilaya, pas seulement le chef-lieu de wilaya. Oui. On a l'ahrash l'ahmar. Oui. C'est le meilleur semoule que mangent les gens qui ont un problème de gastro. On a le sfouf, comme vous dites chez vous, le sfouf, oui. Le sfouf. Qu'on prépare avec des raisins secs, du beurre, des raisins secs. Parfait. Et du sucre ou bien du raïb. Parfait, très bien. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Encore une fois, un grand merci à vous. Merci. Barakallahu fik. Merci. بالك كلمة تقولها نخلوا للشيف كويزيني تاعنا يقولها tous ceux qui nous regardent كامل اللي ذكرناهم دركا اللي راهم nous regardent donc les gens que j'ai cités de Chelles, de Paris, de Marseille, d'un petit peu partout, du Canada, de Rouen par exemple. Oui. نقدم لهم تحياتي ونقول لهم شكرا جزيلا وكما نشكر القناة الجزائري على هذه الدعوة. لا مزية. نشكر الجنود الخفاء اللي ما مش يبانوا. جنود خفاء صح جنود واقفين صح. واللي راهم في لوكار. كما نشكر السيد الوالي مدير الثقافة لولاية تيارت. ونشكر الجميع اللي قام بهذا السهرة ان شاء الله. وانا نشكر سورتو ولاد تيارت ولاد وبنات تيارت وتيارت. Oui. On a oublié le Baghrir, c'est le crêpe tcharétienne. Je pense que Tiaretienne, moi je pense que c'est le Baghrir, c'est toute l'Algérie. Oui, mais spécifiquement, chaque région a son Baghrir. Quand je vais goûter, je vais vous dire. Hein, oui. D'accord. En tout cas, moi je vous remercie, un grand merci donc au KRHD, à toute l'équipe de la station régionale d'Oran. D'ici là, encore un autre samedi, Inch'Allah, à travers une autre wilaya, d'autres enfants d'Algérie qui vous parleront à cœur ouvert, comme vous l'avez vu, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engouement. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous, de votre santé. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ولاد فرندا هذا الشفاعة